Nad et Rebecca, ensemble depuis 5 ans et mariés depuis 1 an et demi, n'ont jamais été à la base sédentaires. Nad est tombé sous le charme de Montréal suite à un stage professionnel en secrétariat comptabilité, et puis la passion familiale foodie prit le dessus pour l'amener à sa carrière actuelle. Rebecca, tant qu'à elle, avec un certificat en croissance d'entreprise touristique en main, cumula les expériences en milieu hôtelier. Après Montréal, la France et ensuite l'Asie, Rebecca avait nourri une curiosité pour taper depuis la reconnaissance du mariage gay, mais aussi la culture culinaire asiatique dans son ensemble. Laissant tout derrière elle, c'est en septembre 2019 qu'elle quitta Montréal pour vivre leur expérience d'expat en Asie. Allô Reb, allô Nad, comment ça va ce matin? Allô Maud, ça va? C'est pas vraiment le matin pour nous, mais ça va. C'est vrai. Il est quelle heure chez vous, là? 10 heures le soir. 10 heures le soir, mon Dieu, vous êtes des guerrières. À 10 heures le soir, faire une entrevue podcast, wow, vous avez mon admiration. Ouais. Moi, il vaut mieux m'avoir le soir que le matin, personnellement, hein, donc c'est correct. Êtes-vous toutes les deux des night people? Plus productifs le soir? Moi, je dors pas beaucoup, donc on peut considérer que je suis de soir et matinale. Wow! Dans le fond, si je dors 6 heures, c'est ça. Si je dors 6 heures, je suis correcte. En général. Sauf quand je travaille avec des bébés. Ouais, non, c'est ça. Là, il faut que tu changes un petit peu ton horaire, puis ça, on va en parler. Mais je suis super contente de vous avoir aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on avait laissé cogiter beaucoup trop longtemps, puis que finalement, on a pris une décision, puis on le fait. Je suis super contente que ça... Ouais, OK, on va le dire. Merci, Nad! Donc, vous êtes en direct de Taipei. Je le prononce encore mal, Taipei. Taipei. Merci. Taipei, depuis janvier que vous êtes là-bas. Vous avez dans le fond, entamé votre voyage en Asie. Rappelez-moi exactement quand vous êtes parti du Canada. On est parti le 14 ou le 17 septembre 2019. Donc là, on commence notre 5 plus 3, 8e mois. Mon Dieu, presque 1 an. Puis, juste pour situer ceux qui nous écoutent, c'était quoi un petit peu le plan de ce voyage-là? C'était quoi votre intention avec ce voyage en Asie-là? Il est tellement venu à changer, ce plan-là. Tu veux commencer à en parler? C'était quoi ton plan? Parce que toi, je pense qu'il était plus déterminé que le mien. Mon plan initial, j'avais pas vraiment de plan. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de plans dans la vie, à part les plans un peu plus professionnels. Mais mon but, c'était vraiment de découvrir l'Asie au départ. Parce que toi, tu es attiré par l'Asie depuis toujours, moi un peu moins. Donc, c'est ça, c'était de découvrir l'Asie. Donc, on voulait faire beaucoup de pays en travaillant, en ayant comme un pouvoir économique du fait que Nad avait un revenu canadien et que moi, j'allais me trouver un emploi soit en tourisme. Ben, initialement, c'était de travailler dans des hôtels avec le CV que j'avais. Je le croyais, ben, il était assez fort, mais je pensais travailler en hôtellerie au Vietnam. Donc, on avait choisi une ville côtière du SA qui est en train de se construire avec beaucoup de resorts, un peu comme un Punta Cana ou Barastro de ce monde, mais qui se faisait en Asie. Donc, j'espérais trouver du travail là. Donc, c'était notre but avec tout ça, pouvoir explorer le plus de pays possible. Excellent. Oui, c'est ça. Les plans ont changé. Là. Quand tu voyages, tu peux pas tout prévoir. Tu vois les choses comme ça, puis la vie t'emmène complètement ailleurs. Oui, puis je pense que vous avez bien managé tout ça malgré les circonstances. Puis je pense que tout le monde est en mode plan B, C, D, E, F en ce moment. Oui, tout ça, c'est avant le COVID parce que, dans le fond, on a passé de septembre à novembre au Vietnam. Puis, au fait, je me suis rendu compte que travailler en tourisme serait beaucoup trop difficile pour moi. Donc, les foreigners que je côtoyais là-bas, soit ils étaient à leur compte, ou soit ils étaient enseignants. Donc, je me suis ouverte à la possibilité d'être enseignante pour nous apporter une plus grande flexibilité en Asie de travail. Puis, on pourrait y revenir, mais moi, je suis intéressée à juste un peu faire le portrait de votre background. Tu sais, dans le fond, peut-être, Nad, tu veux commencer, dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à être une foodie, blogueuse, puis à faire de la gestion de réseaux sociaux? Oh boy! Si on revient en fait à la source, à la base, ma famille travaille dans la cuisine. À la base de la base. Donc, sauf que, bon, quand j'étais ado, je voulais tout faire sauf comme ma famille. Donc, je suis rentrée dans tout ce qui est comptabilité, secrétariat.
Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Montréal avec un stage de 3 mois. Donc, c'est juste que je suis jamais partie de Montréal par la suite. Je suis restée 8 ans. Et avec tout ça, j'ai travaillé quand même dans des cuisines, dans des grandes cuisines, parce que je suis quand même revenue à ma passion. Mais c'est avéré que, bon, j'aime pas trop le milieu de la cuisine. Je voulais vraiment pas perdre tout ça. Donc, j'ai décidé qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ma passion pour la bouffe et tout le reste. J'ai juste commencé à prendre des photos de ma cuisine et ça s'est déroulé comme ça de fil en aiguille. Vraiment aussi simple que ça. Il n'y a pas de mystère. Fait que tu as gardé cette passion-là active-là, mais tu l'as juste transposée différemment. Voilà. Je vais garder le bon côté. Ouais, c'est ça. Puis toi, Reb, comment, tu sais, tu as un beau passé en hôtellerie, là, on veut savoir tout ça. Donc, en fait, moi, j'ai fait mes études en tourisme, puis je suis tombée par accident, même si je ne crois pas qu'il y a de hasard dans la vie, en hôtellerie. Et donc, j'ai travaillé en hôtellerie, puis à ce moment-là, je pesais beaucoup plus. Je pesais 300 livres, puis j'ai donc dû quitter l'hôtellerie parce que j'arrivais plus à faire des 8 heures debout, 8 à 10 heures debout en tant que réceptionniste ou peu importe. En hôtellerie, ça demande quand même de beaucoup bouger puis de passer du temps debout. Donc, j'y arrivais plus. J'ai fait des centres d'appel. J'ai travaillé pendant 8 ans chez Vidéotron pour ensuite retourner à ma passion qui est l'hôtellerie. Donc, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe comme gestionnaire de réception. Donc, je travaillais au Ritz, sur Mount Stephen. Tu étais concierge, tu gérais le concierge au Mount Stephen. Donc, c'est un peu ça. Mon background est vraiment en tourisme. Puis, ayant grandi, j'ai quand même vécu plusieurs années au Québec. Je suis bilingue. J'ai gardé mon anglais actif en travaillant en hôtellerie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire le travail que je suis par ma nationalité et en ayant gardé mon anglais. Même si j'ai tout le temps un peu complexé dans mon accent québécois, dans un sens là-dessus. C'est notre charme. C'est notre charme, mais quand c'est comparé à un accent neutre, comme l'américain ou le canadien standard, je complexais pour au final me faire dire que je suis correcte. Non, 100%. Puis, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Je veux que ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Au mois de janvier, je sais même plus. Sans commentaire. Non, mais ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Donc, en janvier, elle décide de m'écrire sur un site de rencontre. Puis, elle m'écrit des belles conversations. Puis moi, à ce moment-là, je commençais à être un peu blasée des sites de rencontres. Donc, elle m'écrit de quoi un gros paragraphe, les gars intéressants. Et moi, je réponds « OK ». Là, mon Dieu, t'es pas ce genre-là! Elle aurait dû faire « delete ». Mais elle m'a dit « Hey, tu parles d'une réponse plate, toi, par rapport à ce que je viens de t'écrire. » Puis vu qu'elle m'a écrit ça, ça fait comme fait « Bon, ben ça va challenger. » Puis après, on s'est pas lâché. On est mariés depuis 1 an et demi aussi. On s'est mariés en novembre 2018. OK. Donc, puis, ce que je trouve beau de votre histoire aussi, c'est que vous êtes permis d'aller essayer de vivre ailleurs. Tu sais, autant que toi, t'es parti vivre en France, qu'après ça, toi, t'as vécu le Montréal. Tu sais, vous avez vraiment fait les deux. Puis là, maintenant, l'Asie. Fait que, tu sais, c'est possible de dire un petit peu, ça a été quoi vos expériences d'expat? Tu peux commencer là-dessus. Ouais, je pense qu'à la base, en fait, on n'est pas des personnes sédentaires. Moi, ma famille, elle a dû déménager au moins des dizaines de fois. Et la même chose pour ta famille. Donc, on n'arrive pas à se dire, bon, on va rester tant de temps dans un endroit et ensuite rester, faire notre vie, acheter un chien et toute la patente. Un deuxième chien après. Voilà, par exemple. Ou le lapin. Bref, dans certains cas. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Moi, je suis arrivée à Montréal. De toute façon, à la base, c'était juste pour un stage de 3 mois. J'ai juste décidé de rester. Bon, 3 mois, il y avait très, très long. Puis, quand on s'est rencontrés, toi, par la suite, tu voulais vraiment découvrir de là où je venais, que ce soit ma famille ou mes amis en France. Donc, je lui avais garanti que tu vas aimer, mais tu vas vouloir repartir aussi vite. Elle me disait non, non, non. Puis, j'avais de la misère à concevoir qu'il y a des choses que j'aimerais pas de la France au point de vouloir partir, du fait que je l'avais jamais vécu en soi. Je ne fais pas voir tout ce qu'elle n'aimait pas de la France. Puis, au bout d'1 an, même pas au bout d'1 an, mais j'ai compris qu'est-ce qui fait qu'elle aime beaucoup la France, puis qu'est-ce qui fait qu'elle aime moins la France.
pour moi, tout l'univers du travail a été très difficile en hôtellerie. En France, les standards sont vraiment élevés. Chez nous, le métier d'hôtellerie n'est pas tant valorisé, mais là-bas, c'est les grandes écoles, c'est très prestigieux. Puis, j'ai réussi à rentrer dans des très beaux hôtels. Puis, T'étais la touche exotique. Oui, j'étais la touche exotique. Le service canadien. Donc, les chaleurs canadiennes dans un univers de travail plutôt froid, avec le vouvoiement, tu dois voir tes collègues, tout le monde. Wow. Moi, j'ai trouvé ça hyper difficile. J'imagine le niveau de stress. Est-ce que ça se peut aussi qu'il soit beaucoup plus élevé? Parce que, justement, il y a cette espèce de distance-là entre les uns envers les autres. Puis, oui, OK. Oui, exactement. Moi, j'ai trouvé ça très difficile, cette adaptation-là de comment les Français interagissent socialement, je dirais, là-dessus. Maintenant, ça va, je m'y suis fait. Mais ça a été quand même difficile pendant un moment, tout vraiment au travail. Au travail, ça a été mon gros bémol. Le reste, je crois, à part l'administration française, que ça, je trouve que c'est quelque chose. C'est fou l'administration française. Mais autre que ça, moi, ça a été le travail que j'ai trouvé difficile. L'épicerie, tout ce qui est courses et nourriture, c'est vraiment, ça, c'est merveilleux en France. Tout est frais, tout est proche. Tu te promènes d'un petit café à l'autre, puis... L'eau est plus chère que le vin. C'est ça. Oh non, mais c'est génial. Puis c'est ça, c'est toute cette expérience-là t'a permis de transposer ça, puis de faire des beaux apprentissages. Puis maintenant, pour vous, vivre à l'étranger, ça... Je couperai, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais je voulais juste... Non, je reprends. Donc, c'est vraiment génial parce que justement, toutes ces expériences-là que tu as eues à l'étranger, ça t'a passionné en tant que personne. Puis, tu sais, tu le dis sur ton site LinkedIn, c'est que toi, ce que tu aimes à la base, c'est connecter avec les gens. Tu sais, puis ça t'a permis de développer des beaux projets qu'on connaît puis qu'on pourra jaser. Mais là, j'ai envie de revenir à maintenant. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc là, vous êtes à Taipei. Puis, un retour en France s'impose. C'est-tu possible d'expliquer un peu le contexte? Je te laisse j'en parle en premier. Ouais, bon. Ça te concerne quand même pas mal. Donc, en fait, je veux juste quand même faire une parenthèse. À Taipei, on avait une des raisons qui nous avait poussé à choisir ici. Avant même que toute la COVID commence, quand je parle tout commence, c'est 2 semaines avant. C'est vraiment une question de timing. C'est le seul pays en Asie où est-ce que le mariage homosexuel est reconnu. Donc, on a droit aux mêmes droits qu'un hétéro qui a un visa de travail. Donc, ça, c'est une raison qui faisait qu'on l'avait choisi. Du fait que moi, je trouvais un travail d'enseignante, Nad pouvait rester sans faire des visa runs en continu. Donc, c'est une des raisons qu'on avait choisi ça. Puis, mon contrat allait jusqu'au mois d'août. Puis, on vivait sur des assurances médicales qu'on renouvelle aux 1 à 3 mois. Donc, là, on s'est dit, bon, ben, ce serait peut-être temps qu'on fasse un check-up de nos états de santé. En général, après quelques mois en Asie, je crois que ça vaut de soi. Puis, je vais monter la suite. Ouais, ben en fait, ça faisait déjà une couple de mois. Ouais, on va dire mois, c'est pas dire année, que j'avais des problèmes donc, au niveau de tout ce qui est digestion. À chaque fois que je mangeais, bref, je m'endormais. C'est assez épouvantable, surtout que je travaille dans le milieu de la restauration. Donc, j'ai fait un check-up de routine, mais je savais plus ou moins qu'il y allait y avoir des choses qui allaient être découvertes. Enfin, c'était dans ce but-là aussi. Donc, le premier rendez-vous, c'était l'échographie. Et là, direct, le chirurgien, enfin le médecin, il voit des choses, il palpe un peu mon ventre qui fait vraiment très, très mal. Donc là, direct, tout a été comme stoppé. Donc, les petites madames nous ont dit, fait comprendre qu'il fallait aller aux urgences tout de suite. Commencer un peu à paniquer. Il y avait 4 infirmières qui suivaient Nad partout, puis qui la tenaient, puis qui étaient affolées. Ouais, c'était plus affolée que moi. J'étais vraiment plus inquiète qu'autre chose. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, bon, il y a quand même eu la suite du check-up qui a été fait. Mais ça a duré, en tout et pour tout, si tout allait bien, ça a duré peut-être 1 demi-heure grand maximum. En 1 demi-heure, c'était fait. J'avais peut-être 5-6 visites à faire dans toute ma journée. Donc, après, je suis allée directement aux urgences. Et à partir de là, ça a été découvert que j'ai des problèmes au niveau de la vésicule biliaire. Donc, c'est ça. Mon assurance médicale en soi couvrait pas cette partie-là parce que c'était quelque chose qui était
qui dataient. C'est les assurances, de toute façon, on fait quand même tout pour pas que leur assurance fonctionne. On va dire l'assurance voyage, c'est ça? Ouais, voilà, l'assurance voyage. Donc, c'était soit je me faisais opérer directement sur place avec les frais qui allaient prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur, soit je rentrais. Donc, on a décidé de rentrer avec Rem. Okay. C'était le coût beaucoup moins cher de toute façon de rentrer en soi. Et plus rassurant. Et plus rassurant aussi dans le sens où, déjà, la langue, ils parlent pas tous anglais en soi. Donc, même avec le chirurgien qui a fait notre visite, c'était vraiment compliqué de communiquer. Donc, ça allait être vraiment, à chaque fois, il aurait fallu avoir un traducteur pour qu'il nous explique chaque étape. Donc, ça c'est pas très rassurant, de un. Puis de deux, oui, vraiment le côté, au niveau des coûts, je savais pas combien ça allait prendre en tant que tel. Ça allait prendre vraiment des très grosses sommes. Même si Taipei possède vraiment la meilleure équipe au niveau de tout ce qui est assurance santé, tout ce qui est santé en général. Mais c'était pas possible. Il valait mieux que je rentre. Mais c'est ça, quand on parle de décisions comme ça qui reposent sur la santé, je pense que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Puis, donc là, le plan, c'est c'est ça, vous retournez vendredi pour la France. Puis, par la suite, vont s'enchaîner des rendez-vous médicaux, tout ça, s'assurer que toi, tu vas être toute correcte, Nad, on te veut en santé. Puis après ça, qui sait, le futur nous dira. Mais écoute, on va quand même retourner un peu dans le passé et aller voir un peu cette expérience, ce beau voyage, expérience d'expat que vous avez eu en Asie. Donc là, j'aimerais ça juste ramener à Vietnam. Donc, Reb, quand tu faisais ta formation pour commencer à enseigner l'anglais. Donc, est-ce que tu peux nous situer un petit peu là, comment ça s'est placé ça pour toi? Oui, donc en fait, au Vietnam, j'ai commencé sans formation. Donc, je faisais du remplacement auprès des adolescents. Avec donc, j'enseignais à des ados. J'avais pas nécessairement de formation encore accréditée. J'avais juste le fait que j'étais canadienne, j'avais un DEC, puis j'étais blanche. J'étais une femme blanche parce qu'au Vietnam et dans la plupart des endroits en Asie, être une femme et une femme blanche, sans surplus de poids aussi, que j'ai entendu dire, fait que tu trouves un travail même si tu t'enseignes absolument rien. Beaucoup d'importance sur l'esthétique. Au Vietnam, ils comptent beaucoup là-dessus. Donc, j'ai pas que j'ai pas de compétences et tout ça, mais du moins, j'ai commencé sans formation en tant que telle en faisant de l'enseignement en remplaçant. Donc, j'ai découvert que j'aimais ça. Je savais un peu que j'allais aimer ça. Donc, j'ai commencé à enseigner là. Puis là, j'ai fait, j'aimerais ça avoir la formation en classe. Je ne vais pas juste suivre la formation en ligne. Moi, j'aime ça avoir des feedbacks, puis l'expérience terrain. Donc, on a décidé d'aller à Bangkok parce que Bangkok, c'est une ville pour laquelle on avait eu un grand coup de cœur toutes les deux. Puis, donc, j'ai fait un cours pendant 1 mois, là, au mois de décembre. Donc, la formation, j'étais avec 3 Américains, une Australienne, puis c'est pas mal ça. C'est quand même un petit groupe. Beau melting pot. Oui, ça a été très challengeant parce que j'étais avec des Américains conservateurs qui avaient des idéologies très différentes de moi, pour ne pas dire pro-Trump. OK. Et, donc, ça a été très challengeant. Il y a des fois que je sortais avec la boucane qui me sortait des oreilles. Donc, mais en soi aussi, quand j'ai enseigné mes pratiques d'enseignement, j'ai été dans un collège militaire pour enfants. Donc, ça a été très dur parce que c'est comme un retour en arrière pour nous de 50 ans. Il y a la punition corporelle avec des bâtons encore. Donc, l'enseignant peut donner des coups de règle aux enfants. Ça fonctionne par la peur comme ça, l'autorité. Puis pendant les moments de prière, tu as des messieurs qui se promènent avec des cannes ça de long pour frapper les enfants qui bougent. Wow! Puis ça, c'est quelque chose que tu as remarqué, que tu as vu seulement au Vietnam? En Thaïlande. Oh, en Thaïlande. OK. Oui, j'ai vu en Thaïlande, mais je sais que ça se fait encore un peu partout en Asie. À Taïwan, un peu moins que je me suis fait dire, mais dans les régions, c'est encore pratiqué. OK. Wow. Puis toi, dans le fond... Mais moi, nous, en tant que foreigner, c'est ça. Tu peux pas faire ça. Il faut que ce soit des locaux. De toute façon, chaque fois que tu enseignes en Asie, tu as tout le temps un assistant ou une assistante qui est locale.
Donc, normalement, c'est eux qui font ce genre de punition-là. Moi, ça n'a jamais donné... à Taïwan, à mon école, c'était interdit les punitions corporelles tout court. OK. Donc, j'ai pas eu à voir ça dans ma propre classe. Ouais. Ben non, puis ça aurait été complètement contre tes valeurs et la façon dont on fonctionne. Mais écoute, puis par la suite, justement, bon, vous êtes allé à Taipei. Puis sur quoi était basé votre choix pour Taipei? Pourquoi aller dans cette ville-là? Vas-y en premier. Pourquoi cette ville-là? Je pense que c'est à cause de toi quand même. Ça fait plusieurs années qu'elle a un fixe sur la ville de Taipei. Donc, je pense qu'à la base, c'était vraiment la première ville qu'elle voulait faire en Asie. Donc, pourquoi j'en sais rien. J'arrivais même pas à l'expliquer. Oui, j'avais des crushs quand je voyais des vidéos de nourriture sur l'endroit. Mais j'avais comme un fort instinct de venir ici. Aujourd'hui, je comprends très bien, tu sais, avec la COVID, tout ce qui se passe en ce moment, c'est le seul pays qui n'a pas été confiné. Ben, le seul pays, un des seuls, je crois, qui n'a pas eu à se confiner, puis que les écoles sont restées ouvertes, les restos, les bars. Donc, c'est une vie quasi normale. Donc, je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. J'avais juste une forte attirance, puis c'est sûr que il y a un an, quand le mariage gay a été autorisé ici, ben ça m'a poussé à venir voir c'est quoi l'espèce de pays qu'on ne connaît pas en Asie qui autorise le mariage gay. On a pensé, exact. Puis c'est fou de penser que justement, grâce à ce cours-là que tu as pris, cette belle transition-là, c'est qu'en ce moment, tu arrives à travailler des heures, tu as des heures garanties. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu t'enseignes, mais à un crowd complètement différent. En plus, quand j'ai suivi mon cours en décembre, avant ça, je disais, je ne veux absolument pas enseigner à des enfants. Et si jamais j'enseigne à des enfants, c'est minimum 8 ans. Donc, quand on m'a proposé mon travail actuel d'enseigner à des enfants de 2-3 ans, avec un curriculum qui est quand même assez sévère, quand je regarde ça, je dois enseigner des maths et des sciences, bon, adaptées à l'âge, mais quand même, maths, sciences, art dramatique, puis on fait de l'art à toutes les semaines. Ils doivent apprendre des chorégraphies. Donc, le standard d'éducation asiatique est tellement plus élevé. J'ai des parents qui me demandent d'enseigner un nouveau nom de dinosaure à leur enfant à toutes les semaines. Donc, déjà, quand c'est ta première langue, c'est dur d'apprendre les noms des dinosaures. Je sais pas, toi, où tu te situes là-dedans, Maud, mais moi, il faut Google est mon ami, là, autant en anglais qu'en français. Puis l'art dramatique, j'ai commencé ça au secondaire. Je suis vraiment impressionnée. Donc, comment tu as trouvé ça, justement? Je pense que pour toi, c'était un beau défi. Tu sais, tu voulais sortir de ta zone de confort, mais comment tu as vécu ça? Oh mon Dieu! Au début, je le prenais vraiment comme un défi. Ça a donné que j'ai commencé à travailler une semaine, puis ensuite, c'était le Chinese New Year, donc on avait 2 semaines de repos. Et donc, j'ai pris ces 2 semaines-là pour regarder beaucoup de vidéos YouTube sur comment enseigner à des bébés. Et puis, je me suis inscrite à des groupes Facebook d'enseignantes préscolaires. Ça a été, en fait, j'ai été surprise à quel point c'était tellement challengeant, mais à tous les niveaux. Autant mental et c'est très, très physique, on ne réalise pas. Tout est plus bas, puis il faut toujours que tu sois alerte parce que à ce moment-là, j'avais 8 bébés, là, je suis rendue à 12. Donc, c'est 12 enfants sous ta charge. Puis, c'est ça. Donc, là, je fais des siestes. Quand j'arrive le soir, je suis obligée de faire des siestes. Des fois, j'en faisais aussi le midi. Moi qui dors pas normalement, je dors 6 heures par soir normalement. Puis là, je suis obligée de faire des siestes tellement ça me draine. Ben, j'ai quasiment le goût de te dire, viens, tu dors! Tu sais, une petite sieste s'impose, mais oui, effectivement, travailler avec des jeunes enfants, c'est super exigeant parce que ça demande tellement de répétitions. Puis justement, est-ce que toi, tu vois ça comme quelque chose de très temporaire ou au contraire, tu te surprends à commencer à vraiment aimer ça, puis peut-être que c'est une avenue que tu pourrais envisager pour des prochaines destinations expats, tu comprends? L'enseignement tout court, oui. Enseigner si jeune, je pense pas que je le referais nécessairement. De toute façon, un peu partout ailleurs dans le monde, il te faut une formation très spécifique pour enseigner
à la prématernelle, tu peux pas faire ça sans formation. J'ai un peu eu le syndrome d'imposteur aussi quand j'ai commencé à travailler là. Ça m'a pris un bon mois avant de m'enlever ce syndrome de l'imposteur parce que je travaille dans une école privée. Les gens, ils payent très cher. Je pense qu'ils payent l'équivalent de mon salaire par enfant par mois. Wow. Puis de savoir que moi, j'enseignais sans formation, sans background. J'avais très peur. On me disait, t'es le premier prof de cet enfant-là. Donc, t'es sur la première idée. On compte beaucoup sur toi. Avec les standards asiatiques. Donc, pour moi, ça a été quand même ajusté, mais je sais, l'enseignement, j'adore ça, j'adore former, j'adore l'humain de toute façon. Donc, c'est une autre manière de connaître les humains. Oui, 100%. Puis j'ai envie d'aller tranquillement du côté à Nad. Oui! Parce que toi aussi, ben, ta situation, tu sais, avec le COVID, tout ça, bon, le blog Foodie, c'est pas, tu n'avais pas quitté ça. Au contraire, c'était pour toi une belle façon d'avoir de la flexibilité puis d'être digital nomade. Mais là, avec la situation comme on le connaît, beaucoup de tes clients qui étaient canadiens. Donc, comment t'as vécu ça, toi, ton travail? En fait, à la base, comme pour t'expliquer, le Covid, nous, on est dedans ici en Asie depuis le mois de janvier. Donc, je savais quand même que c'est ça qui allait s'en venir au fur et à mesure des mois au Québec. Donc, je me suis quand même assez préparée psychologiquement, mentalement. Bref, j'ai essayé d'être optimiste là-dedans. C'est sûr que j'ai perdu beaucoup de contrats. À quel point je vais les retrouver, j'en sais rien. En toute franchise, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je vais en retrouver par la suite, mais c'est sûr que je récupérerai pas ça de cette façon. Et puis, de toute façon, la restauration va se transformer totalement. Ce sera plus la restauration telle qu'on la connaissait avant. Donc, à ce niveau-là, faut juste que je sois prête au changement et que je m'adapte. Et, m'adapter, être à l'écoute de mes clients actuels, continuer à avoir beaucoup d'empathie, aussi bien sur les réseaux que directement avec eux au téléphone ou autre. Donc, continuer d'être présente, c'est la clé. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon. On est tous dans le même bateau. Donc, faut accepter ça et ça va bien aller. J'aime ça, ça va bien aller pour reprendre la citation du moment. Puis, je me demandais, puis je trouvais ça intéressant quand on a fait notre call de screening, de parler un petit peu du fonctionnement. Quand tu veux créer des partenariats au niveau local, tu m'expliquais qu'il y avait un certain pourcentage de marketing qui allait aux influenceurs locaux, un autre aux influenceurs backpackers, voyageurs. Peux-tu juste démystifier tout ça? Oui, c'est vrai, oui. Ouais, c'est ça, parce qu'on travaille, c'est beaucoup le compte à Nad, mais on travaille beaucoup ensemble. Beaucoup avec l'anglais. Puis on se complète beaucoup. Il y a beaucoup de choses que Nad est très bonne, puis d'autres que moi, la partie sociale, contact, quand on arrive sur place ou si jamais il y a des événements, c'est plus moi qui fais, vu que moi, j'aime les gens. Puis Nad, ça peut être caché derrière sa caméra dans un coin, ça fait son bonheur. Mais... Donc, en fait, quand on arrive à un endroit, souvent, on va regarder c'est quoi les endroits qui nous intéressent, des vidéos. On va regarder aussi différents blogs qu'on suit, qu'on connaît. On suit pas à TripAdvisor ou Google nécessairement. Donc, on sort des sentiers battus là-dessus. Puis, on leur écrit. On présente Nad, on présente... qu'elle a été dans les top food influencers de Montréal. Donc, on présente ça. Puis, en fait, les gens, ils disent oui ou non, dans le sens, s'ils disent, leur réponse va dépendre de la partie budget alloué aux influenceurs, on va mettre ça en gros guillemets, ou aux blogueurs internationaux versus locaux. Vu que c'est pas le même target, tout dépendant du type de restaurant aussi, il y en a qui vont dire non, nous, ce qu'on veut, c'est plus de locaux, donc on n'est pas intéressé, tandis que d'autres, c'est genre, OK, on veut vraiment avoir des foreigners, donc s'il vous plaît, venez. Il va y avoir aussi les restaurants qui vont m'écrire directement sans même que moi-même, en fait, j'ai écrit. Ils vont m'avoir repéré sur Instagram. Donc, ils vont m'écrire directement, soit par mail ou soit directement en DM sur Instagram. OK. Puis, est-ce que tu dirais justement le fait que là, vous étiez là depuis plusieurs mois, vous travaillez sur place, vous vous faites connaître, est-ce que c'était plus facile? Est-ce que vous étiez comme un peu des locaux? Avez-vous vu un changement dans
dans les commerces? Est-ce qu'ils vous approchaient davantage? Quand même, en fait, plus tu restes longtemps dans un endroit et plus, de toute façon, tu te fais plus approcher parce que quand tu es là de façon ponctuelle, tu vas juste mettre un post, mais c'est pas dit que tu vas avoir autant de followers dans un seul post en tant que tel sur Instagram. Donc, si tu restes longtemps dans un endroit, tu utilises les mêmes hashtags, etc., ça va remonter en fait plus facilement. Donc, ils vont plus apprécier ce niveau-là. De toute façon, en ce moment, tout ce qui est les foodies qui voyagent, ça va plus être vraiment le cas encore pendant un petit moment. Donc, les locaux sont beaucoup plus appréciés, c'est sûr. Plus que le voyageur ponctuel en tant que tel. D'ailleurs, une des premières questions chaque fois qu'on arrive dans un restaurant, un des restaurants, pardon, c'est How long are you staying in Taiwan? Fait qu'ils nous disent combien de temps on reste. Puis, tu vois que c'est pas juste genre de la curiosité. C'est est-ce que je peux te réinviter? Est-ce que mon investissement, il vaut la peine? Puis, donc, c'est ça. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, bon, ben, vous êtes là, mais revenez nous voir pour l'été, revenez nous voir, etc. Donc, ils nous le demandent direct quand on rentre. C'est intéressant. Puis, j'étais curieuse aussi de savoir un petit peu, tu sais, Taïwan, Taipei, en fait, Taïwan se dit numéro 1 dans la façon justement dont ils ont géré le COVID, parce que bon, ils ont réussi à garder une vie presque normale, puis avec des mesures sanitaires quand même assez drastiques, puis la population s'est respecter ces mesures-là. J'aimerais savoir un petit peu comment vous avez vécu ça, la COVID back in the months pour vous, là. Il y a plusieurs mois. Nous, on aspire à ça. Mais comment c'était puis comment est la vie aujourd'hui sur place? Vas-y, OK. En fait, ça a tombé en même temps que le Chinese New Year, qui est une des plus grandes, un plus grand férié, célébration qui dure 2 semaines. Puis que les gens, ils sortent de Taïwan, ils rentrent pour aller voir leur famille et célébrer ça. Donc là, Taïwan a vu le coronavirus, vu tout ça qui s'en venait, a fermé immédiatement leurs frontières et imposait des quarantaines. Mais quand on dit imposer des quarantaines, c'est pas suggéré. C'est genre, tu donnes ta carte SIM et puis avec un traçage, s'ils n'arrivent pas à te tracer, tu as la police. Puis à Taipei, tu as des caméras partout, mais partout. Juste à le André, l'autre fois, je regardais vers la rue, puis ma mère m'a demandé il y a combien de caméras autour de toi? J'en ai compté 5. Puis je m'étais même pas retournée pour voir l'intérieur de la buanderie. Donc, c'est vraiment très surveillé. On a lu et j'ai entendu des expériences que la police était présentée parce que la personne avait mis son téléphone en mode avion. Elle avait oublié, elle voulait juste genre pisser out de la technologie pendant un moment. Mais la police pensait que c'est parce qu'elle était dehors et qu'elle ne voulait pas être rejointe. OK. Donc, ils ont pris plein de mesures sévères comme ça. Ils ont augmenté la production de masques. Même les détenus, ils font des masques. OK. Et puis, ils ont rationné les masques. Donc, ça, c'est dans les choses qui ont été faites. À l'école, on est obligé de porter les masques tout le temps à l'intérieur. Même les bébés, maintenant, ils comprennent qu'il faut qu'ils gardent leur masque. C'est ça. C'est quelque chose que tu leur enseignais justement dès l'âge de 2-3 ans. Avec des jeux et tout ça. Puis, les parents, ils ont fait leur part aussi là-dedans. Donc, il y avait quand même un grand climat de peur. Puis, ce qui est drôle et ironique dans tout ça, c'est que quand les gens savaient qu'on était ici, c'est « Oh mon Dieu, on est vraiment inquiets pour vous. Vous êtes en plein dedans. » Puis maintenant, c'est comme « C'est moi qui t'inquiète pour toi si tu sors. » Donc, c'est cette espèce de revirement de situation qui est dommage en soi. Là. J'aurais aimé ne pas que la situation se switch, mais quand même. Donc, maintenant, on doit porter le masque même dans le métro, sinon il y a une contravention d'équivalent de 700 $ canadiens. Donc, la température aussi dans les métros. Partout. Oui. Puis je pense qu'aussi, un des éléments que tu pointais la dernière fois, c'est que comme les gens sont en multigénérationnel, il y a vraiment cette conscience-là il faut qu'ils se conforment aux normes pour protéger les grands-papas et grands-mamans qui prennent soin des enfants. Donc, il y a vraiment, ils se côtoient en permanence, là. Exact. Donc, c'est ça. Moi, à l'école, c'est quasiment juste les grands-parents qui viennent chercher les enfants. Je vois quasiment pas de parents. Donc, c'est les deux âges à risque qu'ils disaient au départ, les très jeunes enfants puis les personnes âgées. Donc, il y a eu vraiment un effort commun de la population à faire respecter ça, puis la dénonciation a été encouragée. OK.
Wow, ça doit des fois créer un climat un peu spécial, non? Que la dénonciation... Donc, on avait commencé un peu ici au Québec, puis, tu sais, malgré qu'on n'appuyait pas tant ça, c'est pas, je pense, dans notre culture en tant que Québécois, on est beaucoup vivre et laisser vivre. Fait que je sais pas comment est-ce que vous avez vu des exemples autour de vous de... Ben, on a quand même vécu des situations cocasses dans le sens qu'on voyait une peur des locaux envers les étrangers. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas à Taïwan, dans le peu de cas qu'on a, qui étaient des gens qui revenaient de l'extérieur. Mais ce que les médias ou les gens comprenaient pas nécessairement, c'est que c'était des Taïwanais qui revenaient au pays puis qui avaient le virus et non pas des étrangers. Mais comme ils disaient que c'était des cas extérieurs, ils associaient ça à des étrangers. Mm-hmm. Donc, je me rappelle une fois, on revenait de faire l'épicerie, on appelle un Uber, puis le chauffeur de taxi, je crois qu'il pensait qu'on était le démon, là. Ouais. Il était là, psh, 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 psh. Avec le... On a eu une pluie de spray d'alcool. J'ai fait, mon Dieu! J'aurais pu, en tout cas, j'imaginais toutes sortes de situations, un dérivé de ça, là. En contexte COVID, t'es comme, ça peut être tellement de choses, puis mal vu, mais il nous a splashé. On a occupé l'ascenseur, il y a 2 semaines, avec une madame. On est rentré dans le même ascenseur qu'elle. Et là, on a vu, dès qu'on est rentré, on a senti un malaise. Là, elle prend son masque. Là, elle était de même. Puis elle tenait loin. Oh mon Dieu! Et wow, c'est spécial, mais en même temps, tu sais, je peux comprendre parce qu'il y a un certain sentiment de peur qui est comme nourri par ce qui est divulgué en tout cas. Mais en général, les Taïwanais sont très accueillants. Là. Ouais. Vécu des situations cocasses comme ça. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Mais en soi, non, on n'a pas vécu de délation de nos propres yeux. Non. OK. Excellent. Puis j'étais curieuse de savoir, c'est le petit côté un petit peu plus développement personnel, croissance de soi. Mais comment est-ce que ce beau voyage-là, cette expérience en Asie vous a changé? C'est quoi les points que vous pensez là, que ça vous a apporté? Vas-y. Décidez-moi, Nad! À quel point ça a changé? Je pense que ça m'a pas tant changé que ça en soi l'expérience en Asie, juste que ça m'a appris que j'avais des limites au niveau de tout ce qui était restauration à l'extérieur. Ouais. En Asie, on mange dehors, matin, midi et soir, les snacks, bref. La cuisine à la maison est pas vraiment mise en avant. Donc, moi qui pensais vraiment aimer les restaurants, j'ai quand même découvert après X mois ici en Asie que j'aime aussi cuisiner. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça qui est changé. Ouais, on La est pas cuisine de maison. Ouais, vraiment. On n'est pas assez de avoir de cuisine du tout à être super content de réussir à se faire un grilled cheese ou de se faire un œuf. Là. À capoter notre vie. J'ai pris une photo de mon premier œuf que je me suis fait cuire ici et je l'ai envoyé à mes parents. Juste pour dire qu'on est et on parle d'un œuf. Écoute, fait que c'est je pense qu'on apprécie. On va plus apprécier aussi le confort qu'on a occidental ou qu'on s'est habitué à ça, comme avoir une salle de bain complète, une cuisine complète. Donc, c'est des choses comme ça qu'on apprécie plus. C'est sûr que à votre retour en France, là, vous allez apprécier votre espace puis aussi prendre le temps de cuisiner de la bonne bouffe dans votre appart. Est-ce qu'il y a un appartement qui vous attend là-bas ou comment c'est organisé un petit peu pour le retour? Pour le moment, c'est chez ma maman. Okay. Après, à voir. Ouais. On est des citadines dans l'âme, les deux. On adore être au cœur de la ville. Souvent, on choisit les endroits où est-ce qu'il y a le plus d'action. Puis sa mère habite en campagne où est-ce que le plus que tu entends, c'est une voiture qui passe dans le chemin. Oh mon Dieu, vous allez faire vos pâtes, vous allez faire... vous allez tout faire vous-même. C'est drôle parce que c'est tellement quelque chose qu'on parle. J'ai tellement hâte de cuisiner ça. J'ai tellement hâte de manger ça. Moi, je rêve d'une coupe de vin parce que le vin, c'est pas du tout ça en Asie non plus. C'est le vin méga cheap et cher va te coûter le double de ce que ça coûte chez nous. Puis chez nous, c'est déjà cher. Donc, on va trouver des choses comme ça. C'est carrément des choses qu'on va apprécier. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont nous manquer, du moins moi, qui vont me manquer de Taipei. Mais autrement, je pense que c'est... encore plus de ne pas avoir de
plan ou d'avoir une ligne directrice puis de se fermer, tu sais, de comme fermer ses œillères, c'est de vraiment s'ouvrir à ce que la vie t'envoie puis ton instinct. C'est sûr parce qu'à chaque fois qu'on fait des plans, ça fonctionne pas. Donc, on a juste décidé de ne plus avoir de plans. Avoir de plans. C'est ça. En entrevue, j'avais une entrevue passée, elle me disait c'est tout le temps le plan B. Quand tu voyages, c'est tout le temps le plan B. C'est vrai, c'est que tu apprends justement à être plus flexible, puis à regarder votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les derniers mois. À date, votre instinct vous a bien guidé, puis vous a amené à vraiment prendre des bonnes décisions. Fait que là-dessus, je suis vraiment pas inquiète. Puis j'aimerais ça terminer le podcast aujourd'hui. Ça, on s'en était parlé aussi un petit peu wild sur vous. Y avez-vous pensé? On y a pensé. Oui, on y a pensé quand même. Oui. On avait plusieurs. En fait, justement, dans cette notion de ne pas avoir de plan, nous, on aime au Québec ce qu'on fait, puis qu'on aime transposer un peu partout, n'importe où. Tu sais, louer une voiture, puis pas avoir de destination, puis pas regarder les réseaux sur savoir où est-ce qu'on va s'arrêter manger, est-ce que l'endroit nous charme, est-ce que le menu nous charme, puis de s'arrêter là, d'aller faire les routes de campagne, justement, vu qu'on est tout le temps en ville. Et on va aussi, si on est en ville, on va prendre un autobus. Puis juste prendre le prochain bus. Prendre le prochain bus, puis voir où est-ce qu'il nous mène. Donc, on aime vraiment l'aventure, découvrir des nouveaux quartiers avec la nourriture, voir les nouvelles vibes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. C'est quasiment un touriste dans ma ville, ça. Tourist with no destination. Ton projet, il nous parle beaucoup. C'est vraiment quelque chose qu'on a les deux. Oui. Il y a tout le temps de voyage, mais ça, c'est vraiment un truc qui nous décrit bien. Oui. Puis, je veux terminer là-dessus. Quelque chose qui pique votre curiosité ces temps-ci. Je ne sais pas si, tu sais, on a plein de passions, on a plein de choses qui nous intéressent. Vous, sur quoi vous lisez? Qu'est-ce qui pique votre curiosité ces temps-ci, là? Je te dirais que j'ai l'habitude de lire vraiment tout et n'importe quoi. J'ai tendance à prendre mon téléphone et j'ai vraiment toutes les infos du monde qui est réunies là-dessus. Donc, j'ouvre une information, puis ensuite, ça va m'emmener à une autre, ensuite à une autre. Et après, il va être 3 heures du matin et je vais être en train de lire pourquoi les pingouins n'ont pas de genoux, là, alors qu'à la base, c'était totalement autre chose. Donc, je pense vraiment que je suis juste curieuse, mais de tout et n'importe quoi. Et j'ai vraiment rien de précis. Mais c'est parfait, la curiosité, c'est magnifique. Puis toi, ma chère Red? Écoute, histoire d'être peut-être redondante, c'est une curiosité de l'humain. Donc, j'écoute des podcasts de gens qui m'intéressent beaucoup. Il y en a qui mettent de la musique pour aller travailler. Moi, je mets des podcasts. Donc, j'écoute Oprah, j'ai écouté Jonathan Van Ness, Cameron Esposito. Il n'y a pas une petite plug ici? Puis, donc, mais c'est vrai, c'est dans des situations comme ça. Puis, j'écoute aussi des podcasts québécois que je suis encouragée aussi, comme Sexe, Libre Expression, que j'adore. Okay. Qui parle vraiment de la sexualité, tous les aspects sans tabou. Oui, donc, tu m'enverras les liens. Je pense que je trouve ça toujours intéressant de mettre les références pour que les gens puissent les retrouver. Mais, hey, les filles, c'était donc bien intéressant! Oui, ça fait déjà, mine de rien, 45 minutes. Je vous remercie tellement. Je vais vous laisser pas aller dormir. Oui, parce qu'en fait, on parle avec belle-maman là. Ah, OK. 2 heures du matin, j'ai une formation pour enseigner en ligne. Oh my God! Vous êtes des machines! Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Décalage horaire parce que la personne qui me forme est aux États-Unis. Ah, OK. Ouais, non, c'est ça. Maintenant, il faut jongler avec ça parce que c'est fou les différences avec le continent nord-américain. Fait qu'écoute, je vous souhaite une belle soirée productive. Vous me manquez, honnêtement. J'aurais aimé pouvoir venir vous voir en Asie, mais l'univers a un meilleur plan pour nous, pour ça. Oui. Fait que je vous embrasse fort, puis je vous souhaite le meilleur. Nad, prends soin de toi, s'il te plaît. Puis je veux des nouvelles dès que tu arrives en France, OK? Yes. OK, prenez soin de vous, là. Salut. Bye.